Bonjour à tous pour ce nouvel épisode du Deep Talk en direct de Adopt AI. Aujourd'hui, on est, comme vous avez su, c'est mon troisième podcast de la journée, dans un lieu exceptionnel. On est au Grand Palais, en plein cœur de Paris. Et pour cet événement et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir un invité de marque qui est assez rare dans mon podcast, puisque d'habitude, je reçois des boîtes françaises. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Shaoki Kasmi. Bonjour Shaoki. Santé, bonjour. Shaoki, tu es groupe CTO de Edge Group, C'est ça, qui est une société des Public. Émirats Arabes Unis. tout à fait. Public des Émirats Arabes Tout à Unis. fait. Vous avez un super stand juste derrière, je ne sais pas si vous pouvez le voir, qui est juste là. Un stand avec plein d'images et plein d'idées. On voit d'ailleurs un super combat Proven AI. Donc on va parler aujourd'hui, comme vous l'avez compris, de IA, mais aussi de défense et de système embarqué et plein d'autres sujets. Bonjour Shaoki, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour Peut-être nous l'invitation. parler rapidement de ce que c'est Edge en quelques mots. Ok, Edge est un groupe technologique qui bosse dans le domaine de la défense, qui a été créé en 2019 avec l'objectif de rassembler le tissu industriel militaire émirien sous une seule et même bannière qui s'appelle Edge et une vision de devenir un acteur technologique dans le domaine de la défense très rapidement et développer des solutions souveraines qui peuvent être des drones de différentes dimensions et des systèmes maritimes. Alors quand on parle de défense, on pense toujours à la guerre, on pense à des choses qui font peur. Donc on vous rassure, c'est la défense, pas dans le sens de l'attaque. C'est la défense. Et du coup, dans la défense, ce qu'on entend énormément en ce moment, c'est les drones. Tu en as parlé juste avant. Il y a autre chose, des satellites peut-être? On fait des SAT, surtout des capteurs embarqués sur satellite pour faire de l'imagerie spatiale, des radars à synthèse d'ouverture, so Synthetic Aperture Radars, pour faire de l'imagerie et différents types de capteurs, également des systèmes de communication SAT. Alors oui, on fait des drones, on fait des plateformes terrestres, on fait des véhicules, on fait des bateaux et on fait ça souvent en interne, mais depuis quelques années, on a aussi mis en place une politique de partenariat avec des boîtes françaises qui sont connues, hein. On a la chance d'avoir des partenariats avec différentes boîtes comme Safran, comme Thales, etc. Boîte française. Oui, des boîtes qui ont une histoire extraordinaire dans le domaine de la défense. Oui. C'est hyper intéressant. Quand on pense à l'IA, on pense aux biais de l'IA, on pense aux réponses fausses de ChatGPT par exemple. Comment on arrive aujourd'hui à mettre dans un système de défense aussi sensible que ça peut être, c'est-à-dire des satellites, tu parlais de drones, comment on fait pour injecter de l'IA et ne pas se tromper en fait? Alors, je pense qu'il y a deux choses. On essaye de maintenir de rester compétitif dans l'innovation. Donc, on doit développer des solutions basées sur de l'IA. Mais la chance qu'on a, c'est le point clé qui est de commencer avec quelles sont les mesures d'évaluation et de tests qu'on va mettre en place très rapidement en amont, de façon à être prêt à valider et vérifier, que les systèmes n'hallucinent pas. Mais là c'est vraiment lorsqu'on parle de systèmes LLM, Generative AI. Et la générative. Mais je pense qu'il faut revenir un petit peu plus macroscopique. Il y a des choses qui ont été développées pendant des dizaines d'années autour d'IA traditionnelles, les réseaux de neurones classiques, qui ont déjà été testés et éprouvés et pour lesquels on a déjà des systèmes d'évaluation. Et là, en tant que Edge Group, on a une politique de développer et de tester nos solutions d'IA et de vérifier via des tests de régression que tous les systèmes qu'on développe et qu'on améliore soient fonctionnels et ne nous amènent pas à réduire les performances de nos assets. Tu fais bien de faire la différence entre IA traditionnelle, IA prédictive, comme on aime bien dire dans le secteur, et IA générative qui est en plein boom depuis 2 ans avec la sortie des LLM et notamment des modèles comme ChatGPT. Aujourd'hui, on va dire 80% de vos systèmes, c'est de l'IA prédictive avec des modèles, et il y a un peu d'IA générative ou Alors on met de l'IA générative dans tout ce qui va être automatisation de l'orchestration. L'analyse, dès qu'il y a un besoin de résumer ou de présenter un taux d'information adapté à des utilisateurs, on va faire entrer dans la boucle les traditionnels large language models et LLM, comme on les appelle, parce qu'ils permettent très vite de générer et de transcrire des informations d'une façon qui soit optimale.
Mais tout ce qui va être modèle lié à la détection de cibles, l'analyse de contexte plus opérationnel, la désignation d'objets d'intérêt, on va être sur des modèles beaucoup plus traditionnels parce qu'ils sont éprouvés. Le niveau de confiance que les utilisateurs peuvent avoir nous permettent de les déployer à grande échelle. Et tout ça nous permet d'accompagner nos utilisateurs et nos clients sur l'adoption d'IA, tout en garantissant qu'un échec de l'IA ou une erreur liée à l'IA ne soit pas liée à une rupture technologique, mais soit liée au système d'IA qui a déjà été éprouvé et de garantir notre capacité à corriger cette erreur. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde, on en discutait récemment avec nos collègues qui sont sur le stand aujourd'hui, il est très facile de créer une confiance dans l'IA, mais il est extrêmement plus compliqué de la maintenir. Et la moindre erreur peut mettre en péril l'utilisation de l'IA dans nos domaines. Quelque chose qui revient énormément, ça, Shaoki, c'est que on peut déployer tout ce qu'on veut en IA. Dès qu'il y a une erreur, c'est fini. On n'en veut plus, quoi. On n'a pas beaucoup de temps, mais j'aimerais qu'on parle de plein de sujets. Ça sera peut-être l'objet d'un autre podcast, hein, si je viens vous voir à Abu Dhabi. Le programme CIRB, est-ce que tu peux nous dire quelque chose et comment aujourd'hui et pourquoi en fait CIRB est un projet déterminant pour l'autonomie spatiale des Émirats Arabes Unis? Alors CIRB est un projet qui a été lancé par la UAE Space Agency avec l'objectif de déployer une constellation de radars à synthèse d'ouverture qui puisse permettre à nos clients et à nos différentes entités présentes à Abu Dhabi d'avoir un système d'imagerie qui puisse créer un second écosystème, donc une deuxième layer d'entités qui vont utiliser ces données-là pour créer des cas d'usage. Il faut nous faire simple là, Shaoki, parce qu'on est perdu. Tu veux faire de l'agriculture? Voilà, exactement. Tu veux faire de l'environnemental? Il te faut de l'imagerie. Et avoir accès à cette imagerie-là demande certaines ressources. La UAE Space Agency a signé un contrat avec notre entité qui s'appelle FADA et leur a donné le mandat de localiser la capacité à produire ce capteur et de le lancer dans l'espace et de fournir à différents utilisateurs accès à l'imagerie. Et tout ça peut permettre de mesurer le taux d'humidité dans les sols, de mesurer ou de caractériser des structures, aider à évaluer l'érosion de la côte. On en parle beaucoup en Europe et en France, typiquement de l'érosion des côtes au niveau de la Bretagne. Le SAR permet de faire ce monitoring-là. Et donc, on peut créer une économie autour de ça. Génial. Et ça c'est une spécificité de Edge. C'est quelque chose qui existe déjà dans le monde. Alors, le capteur lui-même existe, il est déjà lancé. Il y a des players dans le domaine qui sont extrêmement bien établis. Mais de localiser cette capacité-là et de créer une entité qui puisse développer les futures générations de ces capteurs nous permet d'accélérer notre contribution à ce qu'on appelle la knowledge-based economy. Donc le gouvernement d'Abu Dhabi et le gouvernement des Émirats Arabes Unis a un objectif de contribuer via le développement technologique et l'exportation de technologies, de contribuer à l'amélioration de l'économie et de diversifier cette économie-là vis-à-vis de l'économie pétrolière et gazière qui était jusque-là. C'est vrai que quand on pense à cette région du monde, on pense toujours au pétrole, on ne pense pas à ce niveau de technologie. Donc c'est hyper intéressant de mettre en lumière ça. Et on sent cette poussée vers le Moyen-Orient en général de cette technologie. Et c'est super sympa d'avoir qu'il y a des gens comme toi qui développent ce genre de choses, qui sont francophones et qui sont nés en France. Oui, en Alsace. En Alsace, pour être plus précis. Donc on embrasse tous nos amis alsaciens. Merci. Une question qui me vient à l'esprit. 2025, on est bon sur l'IA générative, on a craqué les sujets. 2026, ça va être l'année de l'agentic. C'est ce qu'on voit partout ici dans le salon. Comment vous intégrez des agents IA dans des systèmes encore, je le redis, mais aussi sensibles que la défense? En fait, je pense qu'on a cette vocation, telle que tous les intervenants durant ce salon à Paris, de trouver les meilleurs cas d'usage de l'IA et les agents
sont aujourd'hui la meilleure façon de supporter les employés à réaliser leurs tâches plus efficacement et à réduire une certaine perte d'efficacité sur des tâches très rébarbatives. Et donc, Petites tâches à faible valeur ajoutée qui vont être, on à va fait. dire, mises à disposition des agents. tout à fait. Et lorsqu'on se pose la question il y a eu beaucoup de débats et en Europe, on a beaucoup entendu cela sur le fait de remplacer des emplois avec de l'IA. Et en fait, on peut constater que tous les industriels qui ont eu cette idée-là sont tous revenus en arrière. Ils ont tous compris qu'en fait, l'IA n'est pas là pour remplacer l'homme, mais est là pour remplacer les tâches qui sont, comme tu l'as clairement dit, de faible valeur ajoutée et qui peuvent signifier la réduction du focus sur des choses qui peuvent avoir un impact sur l'industrie, sur les opérations et sur l'économie elle-même de l'entreprise. Et Alors- nous, on a fait ça, typiquement pour tout ce qui est imagerie spatiale. Il y a des tâches où il est nécessaire d'aller choisir un outil pour analyser une image. Choisir cet outil-là est réalisé en fonction de l'objectif de l'analyse et du résultat qu'on cherche à obtenir. Si on contextualise et un agent et qu'on lui donne cette capacité-là, on est capable de générer une analyse d'image sans avoir un analyste qui va perdre son temps sur des choses qui se font très facilement. Par contre, et c'est là où est-ce qu'il y a une subtilité très importante, c'est que l'analyste va pouvoir se focaliser sur les erreurs de classification, des erreurs d'analyse. C'est là où on ramène l'humain. Exactement. C'est là où on ramène l'humain et on a encore besoin de l'humain. Exactement. Merci mon Je Dieu. pense qu'on aura toujours besoin de l'humain. Ah, ça, c'est une On vraie aura question. besoin de l'humain différemment et l'humain va pousser l'IA à prendre encore plus de place, non pas pour prendre sa place, mais pour vraiment optimiser son temps. L'humain est fait pour réfléchir et réfléchir sur des problèmes complexes. Hyper intéressant. Si j'ai une question à 1 million, si demain je te dis, tu donnes à un agent IA l'autonomie sur un système critique, est-ce que tu lui donnes? Oui, oui, sinon pourquoi? Alors, je pense qu'on ne le donnera pas pour la simple et bonne raison que les garanties actuelles sur la résilience et la sûreté de fonctionnement d'agents n'est pas encore mature. Par contre, si collectivement on définit quelles sont les règles de sûreté de fonctionnement, et on l'a fait dans le domaine du spatial, on l'a fait dans le domaine de l'aéronautique, et qu'on a commencé à avoir une meilleure visibilité sur le mode de fonctionnement de l'agent, la réalisation de certaines tâches et définir certains garde-fous qui permettent de garantir l'éthique, de garantir l'explainability. Ces choses-là vont nous permettre d'arriver à un niveau où les agents pourront avoir la main sur des systèmes critiques. Et un événement comme Adopt AI, très focalisé sur le domaine privé, mais réussir à vulgariser les détails liés à l'IA, tel que tu le fais dans tes podcasts, permet aux gens de mieux comprendre ce qu'est l'IA, ce que l'IA va apporter. Et lorsqu'on aura tous ces éléments réunis, on sera capable de dire un agent prendra le contrôle sur un système critique. Mais ça va prendre du temps et on va avoir besoin de beaucoup d'énergie pour pouvoir y arriver. En tout cas, merci beaucoup à toi de vulgariser tous ces concepts parce qu'on sait que tu es descendu à notre niveau en tant que CTO. En tout cas, ce qu'on comprend bien, et ça sera peut-être le mot de la fin, c'est que la souveraineté, ce n'est pas juste un buzzword. La souveraineté, c'est quelque chose qui tient à cœur à Edge, puisque vous êtes capable de fournir des systèmes souverains et des technologies souveraines à votre pays. C'est quelque chose qui est exportable aussi, comme tu l'as dit, avec la Bretagne, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est exportable. Et quand vous produisez quelque chose d'une innovation au sein de Edge, c'est quelque chose que vous pouvez aussi revendre. Parce que j'imagine que le marché des Émirats Unis, c'est pas non plus le plus gros marché du monde. Et donc, s'exporter, c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant. Oui. Un petit mot de la fin, vos enjeux sur 2026 et comment tu vois l'avenir de tout ça? Je pense que tout ça, c'est de l'IA. Hein. Alors, moi, j'aime bien remettre l'IA dans son contexte. C'est-à-dire, quelle est l'application que l'IA va transformer et quelles sont les opérations qu'on va pouvoir optimiser avec de l'IA. On a la chance, en tant que Edge Group,
d'avoir une stratégie directement sous le mandat du CIO du groupe, d'amener l'IA pour transformer la façon dont on travaille, la façon dont on fonctionne, la façon dont on produit. Je pense qu'il va y avoir, les prochaines années vont nous amener la maturité de l'IA, va nous amener l'acceptation du grand public que l'IA fait partie de notre vie, et pas seulement dans nos métiers, mais vraiment au jour le jour. Il y a la robotique, il y a vu quelques robots se promener. Hein, ah oui, oui, exactement. Et je pense qu'on voit quelques exemples aujourd'hui de ce que va être notre futur. Il faut juste qu'on l'accepte et qu'on essaye de réadapter notre façon de vivre vis-à-vis de cette réalité qui arrive. Ça me fait penser ces petits robots à l'iPhone V1, tu sais, le petit iPhone que nous avait présenté Steve Jobs à l'époque. Et je pense que quand on va revenir dans 8 ans ici, on aura des robots un peu partout qui vont nous servir à manger, qui vont nous servir à boire. Absolument. Une dernière question, et c'est la dernière question de la fin. Bulle ou pas bulle alors pour l'IA? Ah, ça c'est la grande question. Je pense qu'en fait ça va dépendre des sujets dont on parle. Il y aura un moment où il y aura une reconsolidation de toutes les entreprises, toutes ces startups qui se sont beaucoup investies pour développer des nouvelles technologies. On a eu ça avec l'Internet. À un moment donné, il faut qu'il y ait une consolidation qui se crée. Comment? Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que c'est nécessaire? Je ne peux pas vraiment donner mon avis là-dessus. Mais il y aura un moment où est-ce qu'il va falloir qu'on accepte qu'il faut qu'on se regroupe pour être plus performant et pour continuer à innover à la vitesse à laquelle on le fait aujourd'hui. Mais l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Merci Shaoki Kasmi pour cette intervention. Merci. Et on se donne rendez-vous à Abu Dhabi alors. Oui, avec très grand plaisir. Et on refait le même podcast. On fait le même podcast, chez mais Edge, du coup. on vous montre nos usines. Avec grand plaisir. Merci beaucoup et bon salon. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.